Aïssatou Gueye-Ba. 8 listes de candidats aux élections législatives du 31 juillet ont été validées par le ministère de l'Intérieur qui a toutefois rejeté la liste des suppléants du scrutin proportionnel présentée par la coalition Benno Bokk Yakaar et la liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition Yewwi Askan Wi pour non-respect de certaines dispositions du code électoral. Selon l'arrêté du ministre de l'Intérieur rendu public lundi, ont été donc déclarés recevables la coalition Bokk Gis Gis Liggéey, la coalition Natangué Askan Wi, la coalition Alternative pour une assemblée de rupture, la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Buntu Bi les serviteurs, la grande coalition Wallu et la coalition Yewwi Askan Wi. Par contre, n'est pas recevable la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition Benno Bokk Yakaar pour non-respect des dispositions relatives à la parité, estime le ministre de l'Intérieur dans son arrêté portant recevabilité des listes de candidats. La liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition Yewwi Askan Wi n'est pas recevable pour non-respect des articles L178 et L179 alinéa 2 du code électoral. Selon l'arrêté ministériel, Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi peuvent saisir le Conseil constitutionnel. La coalition Yewwi Askan Wi, qui d'ailleurs compte organiser un rassemblement populaire le vendredi 3 juin 2022 à la place de la Nation dans le but de sensibiliser ses militants et sympathisants sur la situation politique du Sénégal. Une demande d'occupation du domaine public est déjà adressée au profit du chef ou plutôt du préfet de Dakar. Publication donc de l'arrêté des listes recevables pour les élections législatives de juillet 2022. Le ministre de l'Intérieur a outrepassé ses prérogatives au vu du code électoral, analyse l'expert électoral Ndiaga Sylla, une décision incompréhensible qui renforce le flou électoral sur les législatives. On l'écoute avec Amadou Moustapha. L'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur portant publication donc des candidatures reçues a outrepassé son objet. Parce qu'en vérité, cet arrêté devrait simplement se borner à publier les déclarations donc reçues conformément aux dispositions de l'article LO 183 qui indique clairement en son alinéa premier qu'au plus tard 60 jours avant le scrutin, le ministre chargé des élections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées éventuellement compte tenu des dispositions des articles L179 et L182. Donc il apparaît donc clairement qu'au terme du délai de 2 jours fixé à l'article 179, le ministre ne saurait déclarer une liste irrecevable pour l'un des motifs énumérés à L178. Il est clair d'ailleurs que... La parité. Comment ? C'est la parité ou bien c'est quoi Quel que soit le motif, pour faire simple, quel que soit le motif, à cette étape-là, donc l'arrêté ne peut porter ni sur le rejet ou ni sur l'invalidation de candidature. En conséquence, j'estime que l'article 1er de l'arrêté doit être annulé. En vérité, l'article devrait simplement se porter sur le tableau. Donc indiquant les candidatures reçues. D'ailleurs, sur ce tableau, vous ne verrez pas les candidatures rejetées. C'est ça d'ailleurs l'objet. Parce que aujourd'hui, il faut le comprendre. L'arrêté portant publication des candidatures doit intégrer, comme d'ailleurs l'indique LO 183, donc les cas de remplacement de candidats inéligibles qui sont prévus à L179 et LO 182, ainsi que maintenant les décisions prises par le Conseil constitutionnel statuant sur la recevabilité des candidatures. Nous tous, nous avons justement pu lire en fait donc les décisions donc du Conseil constitutionnel à la suite justement des recours, du traitement des recours formés effectivement donc par les différentes listes donc qui ont été recalées. Tout à fait. Et on tient compte justement de ces décisions du Conseil constitutionnel. Ndiaga Sylla, expert électoral, vous l'entendrez largement, il sera tout à l'heure notre invité. Sud FM, l'info, c'est ici. Perturbation dans le secteur de l'éducation, rencontre gouvernement et enseignants vers l'émission de bons spéciaux afin de régler les reliquats sur les salaires des enseignants. Le gouvernement reconnaît ses erreurs et promet de corriger rapidement d'ici vendredi prochain. Toutefois, les syndicats attendent, ou les syndicalistes attendent de voir sur pièce et sur place avant de lever leur mot d'ordre de grève. Amadou Moustapha Dia.
On n'acceptera pas qu'on nous dise d'ici une semaine ou quoi que ce soit. L'émission spéciale doit arriver très rapidement dans le salaire des enseignants. De l'arachide de bouche prête à être croquée et non des graines avec leur coque, cette fois-ci, le gouvernement s'engage, après la réunion du comité de suivi, à régler définitivement la question avec une émission spéciale. Dès que les montants sont indiqués clairement et qu'on sache exactement c'est ça, mais automatiquement on fait une émission spéciale. Et l'émission spéciale aussi, je le précise. Saourou Sène souligne que le gouvernement a reconnu, séance tenante, ses erreurs. Nous étions venus pour faire constater le gouvernement que l'accord qui porte sur la révision du système de rémunération n'a pas été respecté. Et le gouvernement a reconnu que ça n'a pas été respecté. Donc, puisque ça n'a pas été respecté, ce qui reste, c'est de corriger. Ils nous ont promis de travailler à partir de ce soir pour qu'on aille vite. Et s'ils terminent, ils nous convoquent demain. On revient parce que cette fois-ci, avant de partager les salaires, il faut que nous aussi qu'on regarde ce qui a été fait. Parce que si le gouvernement nous dit qu'il corrige et qu'il donne des montants qui ne correspondent pas à ce que nous attendions, la situation restera entière. C'est la raison pour laquelle nous attendons à ce qu'ils nous convoquent demain pour présenter les correctifs qui sont notés par rapport au système de rémunération. Le ministre des Finances et ses équipes s'engagent à travailler d'arrache-pied d'ici vendredi pour l'émission de ces bons de paiement spéciaux. Ce tableau-là doit désormais figurer dans le protocole d'accord vu par tous. Le montant qui s'ajoutera au salaire, qui est un montant complémentaire, il faudrait qu'on donne un nom à ce montant-là et que ça soit un net à percevoir. Je crois que c'est ça qui a été retenu. Cette fois-ci, les syndicats d'enseignants semblent prendre le gouvernement au collet et ils disent à qui veut les entendre que l'issue de l'année scolaire dépend de l'attitude du gouvernement. Maintenant, si le travail se fait rapidement et que nous constatons qu'effectivement ça a été réglé, mais à partir de ce moment, l'école reprend. Mais si ce n'est pas fait, il n'y a pas de... Et dans cette crise notée dans le secteur de l'éducation, la CNTS-FC interpelle l'État pour une sortie de crise urgente en respectant les accords signés afin de préserver la stabilité sociale du pays. Elle exprime également sa solidarité à toutes les organisations syndicales et engage la pleine responsabilité du gouvernement qui veut les mettre en mal avec les populations, parents et élèves à la veille à des examens. La COSYDEP également réagit, mais le gouvernement devant ses responsabilités, le ministre des Finances est le seul responsable de cette cacophonie constatée ces derniers temps dans le secteur de l'éducation. Une situation qui pouvait être évitée si chacun respectait sa parole. La COSYDEP section Kolda demande également à l'État de respecter le protocole et demande au gouvernement de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard pour sauver l'année scolaire. Jean-Marie Santos, coordinateur régional de la COSYDEP section Kolda, que nous écoutons au micro de notre correspondant Amadou Diatta. Voilà donc un sentiment de désolation, ça il faut le dire, parce que c'est aujourd'hui la société civile, la population ont été témoins, n'est-ce pas, des accords qui ont été signés entre l'État et les syndicats. Et je pense que même la COSYDEP au niveau national, n'est-ce pas, a participé à toutes les négociations. Et donc il y a eu des engagements qui ont été pris par le gouvernement et ces engagements n'ont pas été respectés aujourd'hui. Le seul responsable, n'est-ce pas, de cette situation encore aujourd'hui, c'est le ministre des Finances qui n'a pas respecté, n'est-ce pas, ces engagements. Parce que les enseignants, c'est vrai, n'est-ce pas, ont consulté leur bulletin de salaire et par la grande surprise, ils ont vu que la somme qui leur devait être allouée a été encore amputée. Donc, ce qui aujourd'hui est à l'origine de cette situation de perturbation encore dans le système scolaire. Voilà que je le dis souvent, les seuls perdants ce sera toujours les élèves. Les élèves seront toujours les seuls perdants parce que toute la semaine, cette semaine est déjà perdue et voilà que la semaine prochaine encore, d'autres plans d'action sont encore en vue. Donc vraiment, nous appelons vraiment à l'État à revenir encore, n'est-ce pas, sur ces engagements, de les respecter afin que cette année, pour que ces quelques semaines qui restent puissent être vraiment, que cette année soit sauvée et que les examens puissent se tenir. Ils sont dans leur droit parce que c'est des engagements qui ont été signés. Ces engagements ont été signés, l'État doit respecter. Donc vraiment, on lance un appel à l'État, comme je l'ai dit tantôt, pour que, n'est-ce pas, ces engagements-là soient respectés. Si toutefois ces salaires sont déjà positionnés, que, n'est-ce pas, l'État prenne des engagements que le mois prochain ils vont réparer et que les gens puissent reprendre les enseignements apprentissages. Je disais dans les titres, visite du ministre de l'eau et de l'assainissement dans les zones inondées et inondables de plusieurs départements au niveau de la banlieue pour constater l'avancée des travaux sur les points noirs afin de soulager les populations des inondations, des zones où les eaux de pluie ont failli créer des tensions entre populations l'année dernière. Les collectivités locales invitent l'État à plus de réaction. Elhadj Moussa Thiam.
Nous sommes à Bambilor, Kérissouf. Là, le pire a été évité de justesse l'année passée. Les eaux de pluie ont failli créer un conflit entre les populations des quartiers de Kérissouf et celles de Médina Bambilor, selon le maire Ndiagne Diop, qui invite l'État à plus de réactions. Jeunes de Médina Bambilor, il faut dañu calmé woon fii foo ñu dindi ko pour ndox mi man jàll ñële na leen du ngeen ko dindi ba histoire bu bari am mais avec la vigilance du sous-préfet dañ ñu dem jënd ñaari pompe yu mag léegi nag dañuy pomper ndox yi di yóbbu foofu mu dem ci bassin dina tax ndox récupération ndox kër yu bari ñu libérer ndox mi. Un peu plus loin sur la RN1, au niveau de Diacksao, l'APIX a créé une jonction entre les bassins de rétention et la mer pour éviter que les bassins ne débordent sur les populations comme l'année passée. Tout comme au niveau de Patissène, toujours sur la RN1, un canal est en train d'être érigé pour éviter la situation de l'année passée. Là, le remblaiement du lac dans la forêt classée est pointé du doigt. Au niveau de la forêt de Mbao, vous êtes en train de voir des bâtiments derrière. Oui, je pense que je l'ai là. Il y a des gens qui disent avoir des titres fonciers dans l'eau et qui sont en train de faire un remblai énorme. Aujourd'hui, Fosinek, Bir, Mandela, Yopefes. Oui, j'ai vu ça. C'est derrière. Ce qui nous empêche de voir. Ils sont en train de remblayer sans arrêt. Au niveau de la route Mamdiara, dans la commune de Diamaguène-Sikambao, c'est toujours la même situation. Le maire de la commune invite les autorités à plus de réactions avant que les premières pluies tombent dans cette localité. Mamdiara, c'est une route catastrophique depuis 2005. Une route qui a été réalisée et qui n'a pas survécu 6 mois. Aujourd'hui, on a 8 points noirs. Toutes les visites des ministres et des gouverneurs, c'est ici. Soit il y a une réalisation, soit on nous laisse souffrir dedans. On n'acceptera plus ces visites-là. Et on est prêt à une collaboration avec ONAS parce qu'on a vu les performances qu'ils sont en train de faire. L'urgence ici, c'est de refaire cette route. Maintenant, on va vers l'hivernage. On a 8 points. Ça veut dire que Diamaguène sera la commune la plus inondée d'ici 3 mois. Comme ils sont avertis, ils n'ont qu'à prendre les mesures idoines. Mais il ne faut pas qu'ils reviennent ici nous dire « on veut visiter ». La visite du ministre a permis aussi de constater les opérations de curage des canaux d'évacuation des eaux de pluie par l'ONAS. Une visite a été effectuée également au niveau des bassins de Médina Gounass où l'écrêtage a été annoncé par le ministre Serigne Mbaye Thiam. Banlieue dakaroise, Elhadji Moussa Thiam, Radio Sud FM. Et Elhadji Moussa Thiam, le ministre de l'eau et de l'assainissement rassure quant à un bon dispositif qui va amoindrir les impacts des inondations dans les zones inondées. Serigne Mbaye Thiam annonce plus de 100 pompes pour les sapeurs-pompiers. On l'écoute toujours avec vous, Elhadji Moussa Thiam. Comme vous le savez, les services compétents de l'État, dans les prévisions hydrométéorologiques, ont prévu une installation précoce de l'hivernage. Et cela, nous avons déjà noté. Si j'en juge par les fortes pluies qui ont eu lieu à Taïba Niassène, il y a 2 jours de cela, en plein mois de mai. En même temps, il est prévu des pluies de niveau normal à excédentaire, ce qui nous ramène aux pluies que nous avons connues à peu près en 2020, avec de courtes périodes de sécheresse entre les pluies. Ces courtes périodes de sécheresse peuvent amener que le sol sera gorgé et l'infiltration peut être difficile. Donc nous pouvons nous acheminer vers un hivernage difficile cette année. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a pris un certain nombre de dispositions et répertorié les sites critiques qui font l'objet d'un plan d'action qui interpelle l'ensemble des services. Au niveau de la région de Dakar, aujourd'hui, il était question de visiter les sites critiques du département de Pikine et du département de Guédiawaye. La visite va se poursuivre le jeudi. Ce que nous avons constaté, c'est qu'effectivement, il y a des sites qui sont critiques, comme la cité Oasis Bambilor, comme le quartier Kérissouf qui est à Sangalkam, comme la sortie de l'autoroute 10 où il y a un bassin de rétention qu'il faudra conserver. Et comme ici aujourd'hui où nous sommes actuellement, le site de l'arène nationale où il y a eu une modification de l'écosystème du fait des travaux qui ont été réalisés et qui sont en cours, il y a des mesures structurelles qui sont en train d'être mises en œuvre, mais qui demandent un délai de 3 mois. Nous avons pris les dispositions pour prévenir les inondations et en cas de survenue des inondations, les dispositions pour lutter contre les inondations. Pour preuve, le chef de l'État, le président Macky Sall, a augmenté notablement les moyens de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers avec l'acquisition de plus d'une centaine de motopompes. Au niveau de Sangalkam, la voie d'eau naturelle qui recueille les eaux du bassin versant de Thiès pour les amener vers le lac Rose a été obstruée par des maisons. Tout le monde peut comprendre que cette voie d'eau ne peut pas être recréée d'ici la saison des pluies. Ce que nous avons retenu, c'est d'abord de nettoyer le canal. Vous vous rendrez compte que le canal est envahi par des ordures. La direction de la prévention de la gestion des inondations s'est engagée à réaliser le bassin dans les plus brefs délais.
Accaparement des terres à Mbane, le collectif Aar Suuf ak Alam Waalo qui regroupe les localités impactées réclame 1700 hectares de terres composées d'habitations, de champs et de cimetières. Le maire est indexé. Le collectif compte saisir la justice et le chef de l'État, mais aussi organiser une grande marche très prochainement. Les précisions de Yacine Fall, membre du collectif Aar Suuf ak Alam Waalo, avec Mame Diarra Da Silva. En fait, nous sommes devant une situation d'accaparement de terre où le maire de Mbane a octroyé 1700 hectares à un privé, un Libanais, qui n'a pas droit à ces terres-là parce que la loi ne l'autorise pas à allouer autant de terres d'abord à un privé. Deuxièmement, ce monsieur a maintenant transféré ces 1700 hectares à la Sénéguindia, une compagnie qui est déjà en place à Mbane et qui occupe déjà des milliers d'hectares. Les 1700 hectares font le double de la taille de la ville de Ziguinchor. Et les 1700 hectares font 100 fois le Stade de France et 200 fois le Stade de Diamniadio, pour vous donner une idée. Et sur ces 1700 hectares se trouvent tous les champs et les cimetières du village de Sanent, les villages entiers de Saint-Louis, Mar et Kouel, tous leurs champs, leurs villages et leurs habitations, les terres, les champs des villages de Mbane et les champs des villages de Diaklé. D'ailleurs, le marabout qui est à Singoudjeri a écrit une lettre au gouverneur pour procès. Maintenant, Sénéguindia est venu la semaine dernière avec les autorités administratives et techniques pour commencer à exploiter ces terres-là. Il a déjà commencé à ouvrir un très grand canal pour pouvoir en fait irriguer les terres et commencer à travailler. Et en fait, ces terres-là prennent des villages. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on s'organise. Il y a des collectifs qui sont mis en place dans chaque village pour alerter. Nous avons un plan d'action parce que nous voulons saisir la justice. Nous voulons écrire au chef de l'État. Et nous allons organiser une très grande marche de protestation à Mbane. Et nous ne voulons pas que le préfet nous dise que ce n'est pas autorisé. Dans le domaine du foncier à Matam, les populations de plusieurs villages du littoral ont tenu un rassemblement pour protester contre tout déguerpissement au profit de l'exploitation du zircon. Elles se disent prêtes donc à perdre leur vie dans le combat pour la préservation de leurs terres. Lamine Gueye Samane, donc nous allons retrouver tout à l'heure depuis Matam, donc ces populations de plusieurs villages du littoral qui ont donc tenu un rassemblement pour protester contre tout déguerpissement au profit de l'exploitation du zircon. Elles se disent prêtes à perdre leur vie dans le combat pour la préservation ou la conservation de leurs terres. Lamine Gueye Samane. Venus de toutes les localités situées sur le littoral, les populations de la zone des Niayes se sont retrouvées à Galdamel, village situé dans la commune de Thiep, pour dire non à la spoliation de leurs terres, leurs champs et leurs habitats légués par leurs ancêtres au profit de l'exploitation du zircon. El Ajba porte leur parole. On n'a ni reçu l'autorisation venant du monsieur le maire, ni du chef de village, ni d'aucune autre autorité ici dans cette localité. Dans la zone des Niayes, on ne connaît aucune autre activité que l'agriculture. L'agriculture domine dans cette zone. Nous disons non à l'exploitation du zircon. Nous disons non à cette exploitation. Ce rassemblement n'est qu'une étape de la lutte. Si les autorités continuent de faire une sourde oreille à leurs préoccupations, ces populations n'excluent pas de durcir le combat, quitte à y laisser leur vie. El Ajba. Nous lançons un appel solennel à monsieur le maire, à monsieur le sous-préfet, monsieur le gouverneur, ce combat. C'est le président de la République. Nous, c'est notre premier pas. Continuer ce combat. On va lutter d'appeler la presse. C'est notre premier pas d'appeler la presse. C'est une sorte d'alerte. Nous avons prévu un deuxième plan d'action. Ce sera marche avec ou sans autorisation. Vous les autorités. Et on ne regrette rien jusqu'à notre dernier souffle. Ce que vous voulez de notre terre, vous vous trompez. Nous irons jusqu'à notre dernier souffle. Et on ne regrette rien. On est prêt à laisser notre vie. Lamine Gueye Samane, Louga. Lamine Gueye Samane depuis Louga. Et puis les prestataires des classes préscolaires communautaires de la région de Sédhiou ont battu le macadam ce lundi pour exprimer leur colère. Ils dénoncent une absence totale de prise en charge salariale depuis la création de ce corps il y a 10 ans. Ces prestataires menacent d'entamer une grève de la faim dans les jours à venir si leur situation reste à l'état actuel. Écoutons donc Souleymane Konté, le porte-parole des manifestants, au micro de Moussa Dramé. Les CPC, classes préscolaires communautaires, sur l'appui du programme d'amélioration de qualité, de l'équité et de la transparence appelé PAQUET, ont été initiés dans les régions de Sédhiou et Kolda par l'inspecteur Ela Cissé, présentement à la retraite, il y a 10 ans de cela. Les maires de chaque collectivité locale s'est engagé à motiver ces personnels que nous sommes à la hauteur de 500 000 francs par an. Depuis lors, nous sommes en train de travailler dans le bénévolat car les maires n'ont pas honoré leur engagement. Nous, jeunes hommes et femmes, sommes engagés pour relever le défi de préscolarisation universelle. Grâce à nous, le taux de préscolarisation est passé
passé de 29%. Nous sommes au nombre de 350 intervenants répartis dans 155 écoles, qui veut dire les CPC, pour un nombre d'enfants de 7750 prises en charge par an. Par l'appui du partenaire financier appelé UNICEF, ces CPC sont parvenus à se doter de quelques matériels de fonctionnement. Nous avons accepté de nous soumettre à toute rigueur dans la fonction enseignante à l'image de tous nos autres collègues des corps enseignants. Pour une meilleure prise en charge de notre situation, plusieurs autorités ont été interpellées. Parmi eux, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des collectivités territoriales. Malgré tous ces efforts consentis, nous avons été laissés en rade lors du fameux recrutement des 5000 enseignants qu'avait recommandé M. le Président Macky Sall. À l'image des animateurs polyvalents, nous souhaiterons la formation diplômante et l'intégration dans la fonction publique, car nous faisons tous le même travail et avons tous le même quantum horaire. En cas de silence assourdissant du côté de l'État, une grève de faim sera entamée dans un délai le plus bref que possible. Restons à Sédhiou avec vous, Moussa Dramé. Amélioration de la santé de la mère, de l'enfant. Le poste de santé de Koussi se dote d'une toute nouvelle ambulance gracieusement offerte par le marabout El Hadj Abdou Cissé, originaire du terroir. Les acteurs des collectivités territoriales, techniciens de santé et l'administration saluent ce geste à caractère social qui vient renforcer la dynamique du développement sanitaire local. Les postes de santé de Diendé et de Tourekunda seront donc desservis par cette logistique longtemps attendue dans cette partie du nord-est de Sédhiou. Correspondant Sédhiou Moussa Dramé. Avec la mise à disposition de cette ambulance, c'est sans doute une délivrance pour les populations de la commune de Koussi, mais aussi les postes de santé qu'elle polarise, à savoir Diendé et Tourekunda. Le tout nouveau et jeune maire de Koussi remercie le généreux marabout donateur El Hadj Abdou Cissé, originaire de Bari, village de Koussi établi à Dakar. Le maire Mamadou Diallo s'engage à en assurer le suivi et l'entretien du véhicule. Nous lui avons donné comme priorité des priorités acquisition d'une ambulance. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et nous remercions infiniment Monsieur El Hadj Abdou Cissé. Il a mis cette ambulance à la disposition de la communauté de Koussi. La municipalité fera tout pour pouvoir entretenir, accompagner le poste de santé de Koussi. Le médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou est d'avis que cette logistique roulante va contribuer à réduire la mortalité maternelle et néonatale. Dr Diabel Dramé. C'est une ambulance qui vient à son heure. Ça permet de soulager encore une fois de plus la population de Koussi et de ses environs. Parce que la commune de Diendé, où il y a un poste, et aussi le poste de Tourekunda n'en dispose pas. Ça contribue à la réduction de la mortalité maternelle. De sa part, le sous-préfet de Diendé, Bassirou Dia, se réjouit de ces gestes et exhorte bien d'autres citoyens à faire autant. Nous adressons aussi nos remerciements aux bienfaiteurs. Il faut aller il faut s'ouvrir vers vraiment les bonnes personnes. Il y a encore d'autres, El Hadj Abdou Cissé, vraiment qui puissent vraiment accompagner nos populations. Accompagner aussi les CDS, cette ambulance puisse vraiment bénéficier d'un suivi technique permanent. Assurément, le développement sanitaire durable passe par l'implication de toutes les communautés locales et de la diaspora. Le maire de Koussi, Mamadou Diallo, dit donc tendre la main à toutes les bonnes volontés pour donner corps à ce pari d'une synergie active. Moussa Dramé, Sédhiou. Moussa Dramé. Puis le président Macky Sall a inauguré ce lundi le Global Mercy, nouveau bateau hôpital de l'ONG humanitaire Mercy Ship. Il s'agit du plus grand hôpital flottant au monde avec 174 mètres de long, 6 blocs opératoires, 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques dentaires et ophtalmologiques et un laboratoire pour la formation des chirurgies et des chirurgiens et infirmiers. Le Global Mercy est un hôpital moderne à la pointe des technologies, dixit le président Macky Sall en présence de plusieurs chefs d'État de pays africains présents à la cérémonie. On écoute le président Macky Sall avec Marie-Rosalie Ndiaye. Je rappelle qu'en septembre 2019, nous étions ensemble réunis dans le cadre de la mobilisation des ressources pour la construction d'un second bateau destiné aux activités en Afrique. Objectif atteint, puisqu'en moins de 3 ans, nous nous retrouvons aujourd'hui à bord de ce plus grand navire hôpital civil au monde. C'est dire à quel point les dirigeants de Mercy Ship ont travaillé dur pour relever le défi afin d'accroître dans la durée les capacités d'intervention de leur organisation au bénéfice
des populations. Nous avons tenu à organiser cette cérémonie et à être à vos côtés pour réaffirmer la priorité élevée que nous accordons à la santé de nos populations et exprimer l'intérêt que revêt pour nous l'œuvre humanitaire de Mercy Ship qui contribue à élargir l'offre de soins de santé dans nos différents pays. L'inauguration de ce nouveau bateau baptisé Global Mercy en donne une illustration. Elle témoigne une fois de plus de votre engagement constant au service des populations nécessiteuses depuis 30 ans. Avec 174 mètres de long, 6 blocs opératoires, 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques dentaires et ophtalmologiques et un laboratoire pour la formation de chirurgiens et infirmiers, le Global Mercy est un hôpital moderne à la pointe de la technologie. L'œuvre humanitaire de Mercy Ship doit être soutenue pour atteindre d'autres pays. L'appel est lancé par le président Macky Sall lors de l'inauguration du Global Mercy. Son homologue des îles Comores invite également les États à faire de la santé leur priorité. Après l'incident survenu à l'hôpital de Tivaouane, l'ONG Mercy Ship a exprimé tout son soutien aux familles éplorées. Marie-Roselle Ndiaye. En reconnaissance de ses 30 ans de service aux populations bénéficiaires, Mercy Ship mérite d'être soutenu et encouragé. Un appel lancé par le chef de l'État Macky Sall à l'endroit des partenaires. Je lance donc un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin qu'ils soutiennent l'élan humanitaire de Mercy Ship en contribuant à la mobilisation des moyens humains, techniques et financiers leur permettant de poursuivre avec succès ces missions qui, je le souhaite, couvriront prochainement la Guinée-Bissau et l'Union des Comores. Dans le même élan, le président des îles Comores a beaucoup insisté sur la responsabilité des États à faire de la santé de leur population leur priorité. Azali Assoumani. Maintenant, tous les États doivent assumer leurs responsabilités de façon à ce que cet accompagnement de cet ONG puisse donner plus d'efficacité à la santé de nos populations. On oublie que rien ne peut se faire sans la santé. Et surtout, vous, la population, acceptez que la priorité, c'est le social, la santé et l'éducation. L'ONG n'a pas manqué de déplorer l'incident survenu à l'hôpital de Tivaouane et d'y partager le deuil avec les familles éplorées. Louis Wagner, directeur exécutif de Mercy Ship Global. On avait planifié de venir avec un moment extraordinaire qui ont dit on est là pour lancer en Afrique. Il y a tellement de drames et de tragédies. Nos cœurs est brisé pour les 11 familles qui ont perdu les bébés. C'est une catastrophe. Et c'est difficile de venir et d'avoir un message positif. Quand on est au milieu, on est en 3 jours de deuil. Et nous, on est dans ces 3 jours de deuil avec vous. Après un séjour de plusieurs semaines destiné à la formation, le Global Mercy aura une autre destination avant de revenir en février prochain. Restons dans le secteur de la santé avec le lancement ce lundi à Koumpentoum de la campagne nationale de lutte contre le paludisme. Les départements de Koungheul, Koumpentoum, Kédougou et la commune de Maka, Kolibantan sont concernés par cette stratégie de lutte contre le paludisme. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme est revenu sur la pertinence d'une telle stratégie. Dr Doudou Sende est au micro de notre correspondant Boubacar Tamba. La pertinence entre dans le cadre global des stratégies à efficacité prouvée. Les aspersions intradomiciliaires font partie des stratégies recommandées par l'Organisation mondiale de la santé comme faisant partie de l'arsenal efficace pour lutter contre le paludisme. En effet, on utilise des insecticides à effet rémanent qui, la durée, une fois aspergés sur les murs des chambres où logent les personnes, permet de tuer les moustiques pendant plus de 6 mois jusqu'à parfois 7 à 8 mois, selon l'efficacité et la façon dont les gens ont traité. Pour vous dire que c'est une efficacité, c'est une stratégie très très efficace et qui nous a valu des résultats très probants. Le préfet l'a dit, comparé à 2018 où il n'y avait pas d'aspersion, en 2019, après les aspersions, on a constaté quand même une réduction drastique du nombre de cas de palu.
Parce que l'anophèle qui transmet, s'il n'est pas là, évidemment, la maladie ne sera pas là. Et donc, du coup, c'est une stratégie, malheureusement, qui coûte excessivement cher. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas ne pas profiter de cette occasion pour remercier et féliciter l'USAID PMI et le bras technique Vectorlink qui pendant ces 3 ans, à côté de l'État du Sénégal, a fait un travail de haute qualité qui nous a permis quand même des résultats. Parce que avoir les produits, faire l'aspersion, si ce n'est pas de qualité aussi, ça ne sert à rien. International. La MINUSMA a publié ce lundi 30 mai sa note trimestrielle sur les violations des droits humains. La mission onusienne au Mali note une augmentation des violences de plus de 320% entre janvier et mars par rapport à la fin de l'année dernière. La majorité des violences recensées par la MINUSMA ont été commises par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'organisation d'État islamique ou État islamique dans le Grand Sahara. Selon la mission de l'ONU, les 2 groupes ont été tués ou ont tué plus de 384 personnes en 3 mois. Le rapport de la MINUSMA fait également état de 320 violations des droits de l'homme attribuées aux forces armées maliennes entre janvier et mars dernier, contre 31 au trimestre précédent, soit plus de 10 fois plus. La MINUSMA note que les FAMA ont d'ailleurs multiplié les opérations antiterroristes. Sud Nuit, l'invité. Ndiaga Sylla, expert électoral, il revient sur la publication de l'arrêté du ministère de l'Intérieur des listes recevables pour les élections législatives de juillet 2022. On l'écoute avec Amadou Mousafadia. Ndiaga Sylla, bonjour. Le ministère de l'Intérieur a publié l'arrêté relatif aux listes de coalitions et partis politiques devant participer aux élections législatives. Justement, que l'article 1 évoque des cas d'irrecevabilité de ces listes. Comment est-ce que vous comprenez cette décision? J'estime que l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur portant publication donc des candidatures reçues a outrepassé son objet. Parce qu'en vérité, cet arrêté devrait simplement se borner à publier les déclarations donc reçues conformément aux dispositions de l'article LO 183 qui indique clairement en son alinéa premier qu'au plus tard 60 jours avant le scrutin, le ministre chargé des élections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées éventuellement compte tenu des dispositions des articles L179 et L182. Donc il apparaît donc clairement qu'au terme du délai de 2 jours fixé à l'article 179, le ministre ne saurait déclarer une liste irrecevable pour l'un des motifs énumérés à L178. Il est clair d'ailleurs que... La parité. Comment? C'est la parité ou bien c'est quoi? Quel que soit le motif, pour faire simple, quel que soit le motif, à cette étape-là, donc l'arrêté ne peut porter ni sur le rejet ou ni sur l'invalidation de candidature. En conséquence, j'estime que l'article 1er de l'arrêté doit être annulé. En vérité, l'article devrait simplement se porter sur le tableau. Donc indiquant les candidatures reçues. D'ailleurs, sur ce tableau, vous ne verrez pas les candidatures rejetées. C'est ça d'ailleurs l'objet. Parce que aujourd'hui, il faut le comprendre, l'arrêté portant publication des candidatures doit intégrer, comme d'ailleurs l'indique LO 183, donc les cas de remplacement de candidats inéligibles qui sont prévus à L179 et LO 182, ainsi que maintenant les décisions prises par le Conseil constitutionnel statuant sur la recevabilité des candidatures. Nous tous, nous avons justement pu lire en fait donc les décisions donc du Conseil constitutionnel à la suite justement des recours, du traitement des recours formés effectivement donc par les différentes listes donc qui ont été recalées. Tout à fait. Et on tient compte justement de ces décisions du Conseil constitutionnel dans le cas où par exemple pour Yewwi, le Conseil a ordonné effectivement que donc que cette liste puisse procéder au retrait et aux substitutions effectivement donc pour corriger donc sa liste de candidature. Évidemment pour les autres listes, y a pas les requêtes n'ont pas prospéré. Donc le ministre devait donc d'intégrer justement cette modification dictée par le Conseil constitutionnel. Relativement à la liste de Benno et de Yewwi de Dakar. Maintenant, pour tout le reste, le ministre ayant dépassé le délai de 2 jours qui était donc prévu
par le code électoral en son article 179, dernier alinéa, il n'avait pas à procéder au rejet ou à l'invalidation du candidature. D'autant plus d'ailleurs, nous tous, nous avons constaté que c'est à la suite justement de l'exercice de leur droit de vérification donc sur les listes de candidature que des mandataires ont pu déceler effectivement certains constats. Justement. Maintenant, c'est une prérogative que leur confère l'article L177 en son dernier alinéa. Maintenant, de la même manière aussi, le code électoral en son article LO 184 permet à ces mandataires d'attendre que justement que le ministre prenne l'arrêté publiant les candidatures pour effectivement donc se pourvoir devant le Conseil constitutionnel. Et donc, sur la base de leur constat, effectivement, amener le Conseil à statuer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le ministre, vous l'avez vu, ce n'est pas le ministre qui avait constaté effectivement ces manquements sur la liste de Benno comme sur la liste de Yewwi. Donc, le ministre, ces constats d'ailleurs ont été faits après le délai de 2 jours. Donc, j'estime que au-delà du délai de 2 jours, le ministre ne peut pas justement prendre de décision de rejet ni d'invalidation. N'était-ce pas justement le rôle du Conseil constitutionnel de connaître et de décider de la recevabilité ou non de ces listes? Tout le monde pensait qu'il allait renvoyer la patate chaude, mais en vérité, l'arrêté a outrepassé ses prérogatives. L'arrêté est sorti justement de son objet, parce que l'arrêté devait simplement donc valider en fait donc les listes déjà reçues et corrigées éventuellement par les décisions du Conseil constitutionnel. Comment comprendre qu'on fasse le distinguo entre la liste titulaire et la liste des suppléants? N'est-ce pas que la liste de la coalition est unique et indivisible? C'était l'objet un peu de mon dernier avis que j'avais publié. Maintenant, on est tenté de considérer que le ministère a voulu s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour suprême, que j'avais même battu en brèche la dernière fois pour dire que le juge s'était focalisé effectivement sur les dispositions justement imposant la parité. Or, toutes les autres dispositions, que ce soit L177, L178, comme d'ailleurs L154 qui parle des suppléants, considèrent effectivement qu'il n'y a qu'une seule liste avec 2 composantes. Une composante concernant les titulaires et une autre composante concernant les suppléants. Mais de tout compte fait, si par exemple cette jurisprudence peut aller dans le sens justement de favoriser effectivement la participation et de garantir la liberté de participation, moi je n'ai pas de problème. Par contre, on ne peut pas, au moment où effectivement la loi, même pour le cas effectivement de Yewwi, pour le cas du remplacement de candidats inéligibles, parce qu'en aucun moment le code ne considère effectivement l'irrecevabilité justement pour l'inéligibilité, parce que l'inéligibilité il est constaté à 3 étapes, à 3 moments, et pour chaque moment effectivement on prévoit le remplacement du candidat. D'autant plus d'ailleurs que au niveau de l'article L173, ce cas de figure n'est pas prévu. C'est-à-dire que où par exemple un électeur est à la fois sur la liste des titulaires et sur la liste des suppléants, même si maintenant cette disposition empêche effectivement clairement la possibilité effectivement d'être à la fois sur la liste pour le scrutin majoritaire et sur la liste pour le scrutin donc proportionnel. Mais pour ce cas-là, c'est un cas nouveau. Je n'ai pas compris d'ailleurs que si le ministre devait interpréter, qu'il puisse justement interpréter à la défaveur effectivement de la liste Yewwi. Mais tout compte à cette étape-là au ministère de traiter effectivement ce contentieux. Et même si le ministère devait gérer effectivement justement la question effectivement de l'applicabilité de la parité, il devrait se limiter effectivement à ce que dit la loi et non pas faire recours effectivement à la jurisprudence de la Cour suprême. Plutôt, il revenait effectivement à partir du recours qu'on puisse nous dire effectivement que si la liste effectivement donc est valide ou pas. Ndiaga Sylla, je vous remercie.